Si vous achetez des choses dont vous n'avez pas besoin, vous devrez bientôt vendre celles dont vous avez besoin. Warren Buffett, j'aimerais commencer par une provocation. Combien de fois avez-vous regardé votre relevé bancaire à la fin du mois en vous demandant « Où est passé tout mon argent ?» Peut-être que vous gagnez bien votre vie, peut-être que votre salaire est supérieur à la moyenne, mais l'argent disparaît. C'est comme essayer de remplir un seau percé. Peu importe la quantité que vous y versez, il ne reste rien. Je dis cela parce que j'ai moi-même été confronté à ce dilemme. Travailler dur, payer les factures, acheter quelque chose parce que je le mérite, après tant d'efforts. Et au final, ce sentiment de vide, de manque de contrôle. Et c'est là que réside le piège principal. On pense que le problème vient de notre manque de revenus. Mais le plus souvent, le vrai problème réside dans nos dépenses. Pensez-y. Avez-vous déjà remarqué que certaines personnes, même avec des salaires modestes, parviennent à épargner, investir, voyager et à jouir d'une certaine aisance financière, tandis que d'autres, aux revenus bien plus élevés, vivent endettés, liés à un prêt immobilier et s'inquiètent chaque mois. C'est parce que la richesse n'est pas une question de revenus, c'est une question de discipline. J'ai appris cela en observant non seulement ma propre vie, mais aussi celle de communautés entières. La communauté juive, par exemple, a subi des siècles de persécutions, d'expulsions, de guerres et de crises économiques. Pourtant, génération après génération, elle a réussi à reconquérir son héritage. Comment ? En appliquant des principes que la plupart des gens ignorent, des règles qui semblent contre-intuitives, mais qui fonctionnent en tout temps et en tout lieu. Et le premier de ces principes est presque toujours le plus difficile à accepter. Vivre en dessous de ses moyens. Laissez-moi vous dire quelque chose d'intéressant. Warren Buffett est l'un des hommes les plus riches du monde. Il aurait pu s'offrir n'importe quel manoir, n'importe quelle île privée, n'importe quel luxe. Pourtant, il vit toujours dans la même maison qu'il a achetée en 1958 pour 31 000 $. Plus de 60 ans plus tard, il y vit toujours. Non pas parce qu'il n'avait pas les moyens de changer, mais parce qu'il a compris une vérité simple. Se vanter de sa richesse n'est pas la même chose que la créer. Et voici le premier micro-conflit que je souhaite vous présenter. Lorsque vous vivez selon vos revenus, en dépensant tout ce que vous gagnez, vous avez l'impression de profiter de la vie. Mais en réalité, vous créez une prison invisible. Chaque nouvelle dépense accroît votre dépendance au prochain salaire. Chaque impulsion différée vous rapproche de la liberté. Maintenant, je dois vous poser la question. Avez-vous déjà essayé de réduire vos dépenses pendant un mois et réalisé que c'était bien plus difficile qu'il n'y paraissait ? Renoncer soudainement à votre café quotidien ou annuler votre abonnement de streaming vous a-t-il semblé être une perte énorme ? C'est là que la discipline entre en conflit avec le désir. Et c'est ce conflit qui sépare ceux qui accumulent des richesses de ceux qui les perdent. J'aime à penser ainsi. Chaque dollar dépensé est un choix. Mais prenez-vous ces décisions consciemment ? Ou répétez-vous simplement des automatismes ? Payez-vous des factures sans même vous souvenir pourquoi ? Achetez des choses qui finissent dans le placard ? Voici un exercice pratique que j'ai fait moi-même et qui a complètement changé ma façon de voir l'argent. Prenez vos relevés bancaires des 3 derniers mois. Cochez en rouge toutes les dépenses non essentielles, café, applications oubliées, achats impulsifs, courses de taxi inutiles. Maintenant, additionnez-les. La première fois que je l'ai fait, j'ai failli tomber de ma chaise. C'était comme si je jetais suffisamment d'argent par les fenêtres pour ouvrir un fonds d'urgence ou investir dans un indice comme le S&P 500. Chaque mois, le fait est que la différence entre ceux qui accumulent des richesses et ceux qui vivent endettés ne réside pas dans les gros achats, mais dans les petites pertes que personne ne remarque. Mais attention, il ne s'agit pas de vivre en ermite, en se privant de plaisir. Ce serait imprudent, voire inhumain. L'important est de dépenser intelligemment. Si vous aimez voyager, réduisez vos autres dépenses et investissez dans des expériences. Si vous appréciez la bonne cuisine, réduisez vos dépenses vestimentaires. Le problème n'est pas de dépenser, mais de dépenser sans réfléchir. Cette prise de conscience vous confère un pouvoir immense. Car lorsque vous vivez au-dessus de vos moyens, chaque achat cesse d'être une impulsion et devient une décision. Vous cessez d'être esclave de désirs momentanés et devenez l'architecte de votre avenir financier. Et je sais ce que vous pensez probablement en ce moment. D'accord, je peux économiser de l'argent, je peux contrôler les petites pertes, mais est-ce que cela suffira à changer ma vie ? C'est une question légitime et j'aimerais que vous y réfléchissiez avec moi. Combien de personnes connaissez-vous qui parviennent à économiser de l'argent mais finissent par s'endetter, payer des taux d'intérêt absurdes et travailler, sans s'en rendre compte, à enrichir les banques au lieu de s'enrichir elles-mêmes ? C'est le prochain conflit auquel nous devrons faire face. Après tout,
l'épargne n'est que la base. Si vous ne comprenez pas le véritable ennemi de votre liberté financière, tous vos efforts peuvent être vains. Le plus grand destructeur de richesse n'est pas le manque de revenus ou les dépenses excessives. C'est quelque chose de plus discret, de plus dangereux. Et il pourrait déjà être présent dans votre vie, vous piégeant sans même que vous vous en rendiez compte. Dans le prochain épisode, je vous montrerai ce qu'est cet ennemi invisible et comment il maintient des millions de personnes dans l'esclavage financier depuis des décennies. Si vous êtes dans un trou, la première chose à faire est d'arrêter de creuser. Warren Buffett, avez-vous déjà remarqué qu'une dette est toujours modeste au départ? Il s'agit simplement d'un paiement de carte de crédit sans intérêt. Il s'agit simplement d'un prêt auto, parce que tout le monde le fait. Il s'agit simplement d'un prêt rapide pour couvrir une dette mensuelle. Et soudain, avec le recul, vous vous retrouvez pris au piège dans un enchevêtrement interminable de factures, d'intérêts et d'échéances. Je dis souvent que les dettes sont comme des sables mouvants. On fait un pas en se croyant en sécurité. Mais à chaque pas, on s'enfonce davantage. Et quand on essaie de s'en sortir, on se rend compte que cette lutte ne fait qu'empirer les choses. Combien de personnes connaissez-vous qui ont passé des années à payer le minimum sur une carte de crédit, pensant avoir le contrôle, alors qu'en réalité, elles ne faisaient qu'enrichir la banque? Dans la tradition juive, l'endettement a toujours été considéré comme un risque, presque une maladie spirituelle. Le proverbe dit « Le débiteur est le serviteur du créancier ». Et nul besoin d'être religieux pour comprendre cela. Il suffit de regarder autour de soi. Quand on a des dettes, on perd son salaire. On perd son travail. Chaque heure de travail revient d'abord au créancier, et c'est seulement ensuite, s'il en reste, qu'on peut penser à soi. J'ai moi-même vécu ce sentiment. C'est comme une course de hamster. Plus on court vite, plus on se retrouve coincé. On paye une facture, mais une autre surgit. On rembourse une dette, mais un nouveau prêt immobilier surgit. L'argent semble avoir sa propre vie, comme s'il était programmé pour ne jamais rester avec nous. Et le pire, c'est que dans notre culture, l'endettement est devenu la norme. Une nouvelle voiture, payée en plusieurs fois. Un nouveau téléphone portable, à crédit. Même les mariages, les voyages et les vêtements peuvent être achetés à crédit. La promesse est toujours la même. Pratique, confort, modernité. Mais derrière cette commodité se cache un jeu mathématique cruel. Saviez-vous qu'un Américain moyen de plus de 40 ans a plus de 6 000 $ de dette sur sa carte de crédit, avec un taux d'intérêt de 20%? Cela signifie que si vous devez 6 000 $ et ne payez que le minimum, il vous faudra peut-être des décennies pour rembourser le montant initial, soit 3 à 4 fois ce montant. C'est comme acheter le même article encore et encore, sauf que la banque empoche tout le bénéfice. Au Brésil, la situation est similaire. Combien de Brésiliens connaissez-vous qui vivent avec une carte de crédit renouvelable, payant des taux d'intérêt approchant les 300% par an? Ce n'est pas seulement une erreur, c'est un piège. Et le plus dangereux, c'est que ce piège est présenté comme une liberté. Achetez maintenant, payez plus tard. Or, en réalité, chaque achat reporté vous prive de la tranquillité d'esprit de demain. Voici une réflexion importante. Combien de décisions financières avez-vous prises sur un coup de tête et qui pèsent encore lourdement sur votre portefeuille? La voiture que vous avez achetée pour impressionner, la carte de crédit avec laquelle vous avez payé un dîner dont vous vous souvenez à peine, le prêt que vous pensiez anodin, mais qui s'est transformé en une avalanche de dettes. Laquelle de ces erreurs avez-vous commises? Et surtout, laquelle vous effraie le plus? Warren Buffett dit souvent que les intérêts composés peuvent être votre meilleur ami ou votre pire ennemi. Lorsque vous investissez, les intérêts travaillent pour vous. Lorsque vous vous endettez, ces mêmes intérêts travaillent contre vous, implacablement, chaque jour, même pendant votre sommeil. Et je sais qu'il peut sembler impossible de s'échapper de cette prison. Mais voici un principe simple, presque brutal, qui peut changer le cours de la situation. Regardez la dette en face avec une clarté absolue. Prenez une feuille de papier et notez toutes vos dettes, le montant, le taux d'intérêt, le paiement minimum. Rien qu'en écrivant tout, vous sentirez le poids fondre, car ce qui était caché devient maintenant évident. Alors, utilisez la méthode dite de l'avalanche. Commencez par vous attaquer aux dettes à taux d'intérêt les plus élevés, en les remboursant au maximum et en minimisant le solde. Et bien sûr, fermez le robinet. Si le crédit est votre ennemi, gèle-le. Si les finances sont une addiction, ne la renouvelez pas. Le premier pas vers la liberté est de couper la source qui alimente votre prison. Et ne vous y trompez pas. Il n'existe pas de bonne dette, si vous n'en avez pas le contrôle. Même un prêt immobilier peut se révéler un piège si vous empruntez plus d'argent que vous ne pouvez vous le permettre. Le problème ne réside pas dans la dette elle-même, mais dans la façon dont elle est utilisée. Pensez-y,
Combien de rêves pourraient se réaliser si, au lieu de payer des intérêts, vous épargniez un voyage reporté, de l'argent pour vos enfants, une retraite confortable? Tout cela pourrait vous être volé par vos dettes actuelles. Et je veux que vous soyez honnête avec moi. Avez-vous déjà perdu le sommeil en vous demandant comment payer une facture? Avez-vous déjà eu le souffle coupé lorsque votre téléphone a sonné, craignant que la banque ne vous prenne votre argent? Si oui, vous connaissez bien le fardeau de la dépendance financière. Mais je vous le dis, ce n'est pas forcément votre destin. Car s'il y a une chose encore plus puissante que d'éviter les dettes, c'est de bâtir un patrimoine que personne ne pourra vous enlever. Un patrimoine qui croît chaque jour, quel que soit votre âge, votre salaire ou votre situation actuelle. Et c'est exactement ce dont nous parlerons dans la prochaine partie. Tout d'abord, j'aimerais vous demander une chose simple. Si ce message vous parle, si vous avez déjà eu des problèmes d'endettement, ou si vous connaissez quelqu'un qui en a eu, laissez un commentaire ci-dessous. Partagez votre expérience. Croyez-moi, d'autres membres de notre communauté reconnaîtront votre histoire. Aimez également la vidéo et abonnez-vous à la chaîne. C'est bien plus qu'un simple clic. Cela me permet de continuer à partager avec vous du contenu qui peut changer votre perception de l'argent. La dette est un ennemi silencieux qui vous prive de votre paix et de vos rêves. Mais il existe une ressource invisible, plus puissante que tout bien matériel, qui peut vous sauver de toute crise. Elle grandit chaque jour et a toujours été une priorité pour les plus sages. Dans la partie suivante, j'expliquerai pourquoi cette ressource est le véritable moteur de la richesse et comment vous pouvez commencer à la développer dès maintenant. Le meilleur investissement que vous puissiez faire est en vous-même. Warren Buffett, arrêtez-vous et réfléchissez avec moi. Si demain vous perdiez tout votre argent, votre maison, votre voiture, votre travail, que vous resterait-il? Cette question peut paraître cruelle, mais c'est ce qui sépare ceux qui reconstruisent leur vie de ceux qui la détruisent. Car il existe un bien invisible, silencieux et pourtant incroyablement puissant, qu'on ne peut vous enlever, le savoir. Avez-vous déjà remarqué comment certaines personnes parviennent à se réinventer à chaque crise? Elles perdent leur emploi, mais en retrouvent rapidement un autre. Elles ferment une entreprise, mais en reconstruisent rapidement une autre, encore plus rentable. À l'inverse, combien de personnes connaissez-vous qui, face à un licenciement, tombent dans un état d'engourdissement, incapables de réagir? La différence réside dans leur état d'esprit. Dans la tradition juive, l'éducation n'a jamais été un simple droit. C'était un devoir moral et spirituel. Le Talmud enseigne « Si vous donnez de l'argent à quelqu'un, vous lui fournissez de la nourriture pour une journée. Mais si vous lui transmettez des connaissances, vous lui fournissez de la nourriture pour toute sa vie. » Ce n'est pas de la poésie, c'est de la stratégie. C'est pourquoi, même lorsque les immigrants juifs sont arrivés en Amérique au début du XXe siècle, travaillant dans des usines pour quelques sous, ils ont investi tout ce qu'ils pouvaient dans l'éducation de leurs enfants. 2 générations plus tard, nombre de ces familles sont devenus avocats, médecins, banquiers et entrepreneurs. Maintenant, réfléchissez. Combien d'heures par semaine consacrez-vous à l'étude de la finance, de l'investissement et du commerce? Soyez honnêtes. Combien de livres sur l'argent avez-vous lu l'année dernière? À combien de cours ou de conférences avez-vous assisté? Ou faites-vous partie des millions de personnes qui pensent en savoir suffisamment et qui continuent donc à commettre les mêmes erreurs? Les statistiques montrent que 63% des adultes ne savent pas répondre à des questions de base en matière de finances, comme le calcul des intérêts simples ou composés. Cela signifie que la plupart des gens prennent des décisions sans en comprendre les conséquences. Et devinez qui en paie le prix? Ni les banques, ni les grandes entreprises. C'est le consommateur moyen qui tombe dans le piège du crédit, fait de mauvais investissements ou ne planifie tout simplement pas son avenir. Je voudrais vous raconter l'histoire d'une amie très chère. Elle travaillait pour une grande entreprise, gagnait un bon salaire, mais n'avait jamais pris la peine d'étudier la finance. Lorsque la crise a frappé et qu'elle a été licenciée, elle a réalisé qu'elle n'avait ni économie, ni plan, ni connaissance à investir ou à mettre en pratique. Résultat, des années de galère pour un revenu temporaire, une vie constamment précaire. Comparez-la maintenant à une autre amie qui gagnait beaucoup moins, mais qui passait pourtant 20 minutes par jour à lire des articles sur les investissements. Confrontée au chômage, au lieu de désespérer, elle a saisi l'opportunité de créer une petite entreprise en ligne et, en seulement 2 ans, a gagné plus qu'avant. Laquelle de ces 2 histoires est la plus proche de votre réalité? Êtes-vous préparé au changement soudain ou serez-vous vulnérable en cas d'imprévu? Buffett répète sans cesse « Plus on apprend, plus on gagne ». Mais il ne s'agit pas seulement de gagner de l'argent. Il s'agit d'accéder à des opportunités, d'avoir des options et d'avoir un pouvoir de décision. La connaissance élargit vos horizons. L'ignorance vous limite.
Et ne croyez pas que je parle de diplômes coûteux ou de cours de 3e cycle. Je parle de lecture pratique, d'apprentissage constant. Un livre simple comme « Le millionnaire d'à côté », ils peuvent vous ouvrir les yeux sur des schémas qui ont ruiné votre vie financière sans même que vous vous en rendiez compte. Des podcasts gratuits proposent des stratégies qui, appliquées avec discipline, peuvent vous faire économiser des milliers de dollars par an. Des vidéos comme celle-ci peuvent également susciter des changements durables. Maintenant, laissez-moi vous poser une autre question. Quand avez-vous, pour la dernière fois, appris quelque chose à un membre de votre famille sur l'argent? C'était peut-être votre enfant, votre partenaire, ou même un ami. Car voici un autre secret important. Enseigner renforce. En expliquant, on apprend. En partageant, on renforce. Dans la culture juive, cette coutume est très répandue. Les parents non seulement financent l'éducation, mais participent aussi personnellement, en discutant avec toute la famille et en transformant l'apprentissage en un dialogue quotidien. Ainsi, le savoir ne s'efface pas en une génération, mais se multiplie, formant des familles entières prêtes à s'épanouir. Et je dois vous mettre en garde contre un point que beaucoup de gens oublient. La vulnérabilité augmente après 40 ans. Des études montrent que les adultes de cette tranche d'âge sont plus vulnérables aux escroqueries et aux fraudes financières. Non pas par naïveté, mais parce qu'ils pensent déjà tout savoir. Le manque d'informations cohérentes en fait des proies faciles pour ceux qui manipulent les chiffres et promettent de l'argent facile. Êtes-vous déjà tombé dans un piège financier? Avez-vous déjà fait confiance à un investissement qui semblait trop beau pour être vrai et réalisé votre erreur trop tard? Ces expériences sont douloureuses, mais elles nous apprennent aussi beaucoup. La différence réside dans leur capacité à les transformer en sagesse ou à répéter le cycle. Voici la surprise que je souhaite vous révéler. La connaissance ne constitue pas seulement une protection contre les erreurs. Elle nous aide aussi à identifier des opportunités que d'autres ratent. Par exemple, pendant la pandémie, alors que des millions de personnes étaient désespérées, ceux qui possédaient des connaissances financières de base ont profité du krach boursier pour investir dans des entreprises solides à bas prix. Aujourd'hui, nombre de ces investisseurs ont vu leur patrimoine se multiplier. Seriez-vous parmi eux ou feriez-vous partie de la majorité, observant la situation depuis la ligne de touche, sans savoir quoi faire? La connaissance est une ressource qui ne dépend ni du marché, ni de la politique, ni de la fortune. Elle s'accroît au fur et à mesure de son développement, et personne ne peut la voler. En temps de crise, c'est le seul atout garanti. Mais voici la dure vérité. La connaissance sans action est inutile. Vous pouvez lire tous les livres, regarder toutes les vidéos, suivre tous les cours, mais si vous ne mettez pas tout cela en pratique, vous resterez au même point. L'étape suivante consiste à apprendre à transformer la théorie en stratégie, les idées en exécution, la sagesse en résultat. Et cela nous amène au principe suivant. Aussi ancien qu'universel, ne concentrez pas tout au même endroit car peu importe combien vous apprenez. Si vous mettez tous vos jetons sur un seul pari, vous êtes toujours à un pas du désastre. Avant d'aller plus loin, j'aimerais connaître votre avis. Quelle est la leçon financière la plus précieuse que vous ayez jamais apprise? Était-ce une erreur coûteuse? Ou un conseil qui a changé votre façon de penser? Partagez-la dans les commentaires. Je les ai toutes lues, et votre expérience pourrait être enrichissante pour quelqu'un qui traverse la même épreuve. Et si cette vidéo vous incite à repenser votre rapport à l'argent, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne. Chaque clic témoigne de votre appréciation pour ce type de contenu et m'aide à continuer à partager des idées qui peuvent réellement changer votre vie financière. Vous avez déjà compris que le savoir est le fondement de la richesse. Mais que diriez-vous si je vous disais que même avec un savoir considérable, on peut tout perdre en quelques mois? L'histoire l'a prouvé à maintes reprises. Ce principe est ce qui distingue ceux qui survivent à une crise de ceux qui disparaissent. Préparez-vous, le tournant est proche. Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Warren Buffett. Vous avez tellement entendu cette expression qu'elle est probablement dépassée. Mais peu savent qu'il s'agit de bien plus qu'une simple métaphore du poulet et du panier. C'est une règle pratique de survie financière. Souvenez-vous de 2008. Le marché immobilier américain semblait indestructible. Les prix des logements augmentaient d'année en année. Les banques proposaient des prix subventionnés. Les agents immobiliers disaient qu'acheter une maison était une valeur sûre. Et puis tout s'est effondré. Des millions de personnes ont perdu leur maison, leurs économies, leur épargne retraite. Savez-vous quelle a été la plus grande tragédie? Ce n'était pas seulement l'effondrement du marché, c'était le manque de diversification. Des familles entières avaient concentré toute leur richesse dans un seul bien, leur maison. Maintenant, réfléchissez. Si votre bien le plus précieux perdait 30% de sa valeur demain, seriez-vous prêt? Si l'entreprise pour laquelle vous travaillez faisait faillite,
Auriez-vous un plan B? C'est le tournant central. La diversification ne consiste pas à maximiser les profits, mais à minimiser les pertes fatales. Dans la tradition juive, cette sagesse remonte à des siècles. Le Talmud déclare « Divisez vos actifs en 3 parties, un tiers pour le terrain, un tiers pour l'entreprise et un tiers pour les réserves. » Intéressant, non? Des millénaires avant l'existence de Wall Street, il existait déjà un concept d'équilibre qui ne reposait pas sur une source unique. Et Warren Buffett confirme la même chose en langage moderne. Ne comptez jamais sur une seule source de revenus. Investissez dans la création d'une deuxième source. C'est simple, mais révolutionnaire. Examinons les données les plus récentes. Selon une étude, 56% des Brésiliens n'ont aucun investissement autre que leur épargne. Et parmi les Américains, près de 40% admettent vivre exclusivement de leurs revenus. Cela signifie que tout événement imprévu, licenciement, maladie, crise économique, peut les conduire à la ruine financière. Comparez maintenant ce phénomène avec les familles qui divisent leurs actifs en différentes catégories. Une partie est constituée de revenus variables, une autre de biens immobiliers et la troisième de réserves de liquidités. Lorsqu'une partie s'effondre, l'autre la conserve. Ce n'est pas très glamour mais prudent. Avez-vous déjà essayé cette idée? A-t-elle fonctionné pour vous ou vous a-t-elle semblé impossible compte tenu de vos factures quotidiennes? Jusqu'à présent, nous avons parlé de vivre. Au-dessus de ces moyens, sortez de là. Investissez dans la connaissance. Passons. Maintenant au 4e pilier, diversifiez-vous pour ne pas rester coincé dans un seul pari. Cela paraît évident, mais regardez. Si c'était simple, nous n'aurions pas autant de gens qui perdraient tout dans des crises qui seraient de toute façon prévisibles. Vous souvenez-vous de la bulle Internet de 2000? Des entreprises technologiques surgissaient chaque jour, promettant de changer le monde. Les investisseurs y ont investi des millions sans même comprendre leur fonctionnement. En quelques mois, des milliards ont disparu. Nombre d'entre eux ont tout perdu à cause de leurs investissements. Toutes les activités dans les valeurs technologiques. Qu'est-il arrivé à ceux qui possédaient des biens immobiliers, des revenus fixes et des liquidités? Ont-ils souffert? Oui, mais ils ont survécu. Et survivre à une crise, c'est déjà la moitié de la bataille pour l'avenir. Buffett dit souvent « La première règle est de ne jamais perdre d'argent. La deuxième est de ne jamais oublier la première. » Cela semble être une blague, mais cela résume parfaitement la logique de la diversification. Vous pouvez appliquer cette ancienne règle de manière moderne. Imaginez que vos actifs soient répartis comme suit. MT3 de croissance. Actions. Fonds. ETF 1-3 stabilité. Immobilier. Titres à revenus fixes. Régime de retraite et 3 liquidités. Trésorerie. Fonds de réserve. Placement à court terme. Cet équilibre ne signifie pas que vous ne perdrez jamais rien, mais il vous assure de ne jamais tout perdre. Et c'est là toute la différence entre une bonne nuit de sommeil et des nuits blanches. Maintenant, je vous pose la question. À quoi ressemble votre vie financière aujourd'hui? Ressemble-t-elle à celle d'un investisseur avec un trépied solide ou à celle d'un investisseur assis sur une jambe tremblante? Erreur invisible, il y a un autre détail auquel peu de gens pensent. Nous nous concentrons parfois moins sur nos investissements et davantage sur nos sources de revenus. Pensez-y. Si plus de 80% de votre vie financière dépend uniquement de votre travail, c'est déjà une concentration dangereuse. Après tout, il suffit d'une fermeture d'entreprise ou d'une crise sectorielle pour que tout s'effondre. Buffett insiste ensuite sur une autre maxime. Si vous ne trouvez pas un moyen de gagner de l'argent pendant votre sommeil, vous devrez vous tuer au travail. Il ne s'agit pas de quitter votre emploi, mais d'utiliser votre salaire comme tremplin, en le transformant en de multiples sources de revenus. Loyer, fonds d'investissement, petite entreprise secondaire et même revenus en ligne. Le problème est le suivant. La diversification ne consiste pas seulement à protéger vos actifs. Elle vise aussi à protéger votre vie. Résumons. Les dettes vous mènent en prison. La connaissance vous rend libre. La diversification vous protège. Mais cette protection ne fonctionne vraiment que si vous en êtes sûr. Où va chaque centime? Et c'est là que la plupart des gens trébuchent. Des études montrent que 65% des Américains ne savent pas exactement combien ils dépensent chaque mois. Au Brésil, la situation est encore pire. Plus de 70% des ménages ne tiennent aucun registre financier officiel. Cela signifie que même ceux qui tentent de diversifier leurs investissements ne comprennent souvent pas où ils perdent de l'argent. Et sans clarté, il n'y a pas de stratégie. Avez-vous déjà essayé de suivre toutes vos dépenses pendant une semaine? Avez-vous déjà eu des surprises que vous ignoriez? En réalité, il n'est souvent pas nécessaire de gagner plus pour changer de vie. Il suffit de
Savoir où va l'argent. Jusqu'à présent, nous avons exploré ensemble 4 principes qui ont changé des vies depuis des siècles. Vous avez déjà ressenti leur pouvoir. Vivre avec parcimonie, éviter les dettes, apprendre constamment, diversifier. Ce sont les fondements. Mais nous allons maintenant approfondir le sujet et relier tout cela à quelque chose de plus vaste. Parce que ça ne sert à rien d'avoir de l'argent si on ne sait pas comment l'utiliser au mieux. Ça ne sert à rien de l'épargner si on ne sait pas comment en faire un héritage, une sécurité et une tranquillité d'esprit pour sa famille. Et c'est exactement de cela dont nous parlerons dans la dernière partie. Vous avez déjà compris comment constituer et protéger votre patrimoine. Mais votre avenir dépendra non seulement de la somme que vous accumulerez, mais aussi de la façon dont vous la dépenserez. Dans la section suivante, je vous montrerai comment donner un sens à vos finances, créer une sécurité à long terme et laisser un héritage qui s'étend bien au-delà de votre compte bancaire. Quelqu'un est assis à l'ombre d'un arbre aujourd'hui parce qu'il y a longtemps, quelqu'un a planté un arbre. Warren Buffett, dès le début de ce voyage, je vous ai posé une question simple. Pourquoi certaines personnes semblent-elles accumuler naturellement de la richesse, tandis que d'autres passent leur vie entière à courir après leur prochain salaire? Aujourd'hui, après avoir étudié chacun de ces principes, la réponse est claire. Ce n'est pas seulement combien on gagne, c'est comment pense, organise et dirige ce que vous avez déjà. En chemin, nous avons trouvé 7 fonds qui ont résisté à l'épreuve du temps. Ils ont été créés dans des communautés ayant survécu à certaines des plus grandes crises de l'histoire et ont été soutenus par des investisseurs comme Warren Buffett qui ont transformé la discipline en richesse. En voici un résumé. Vivre au-dessus de ses moyens. La liberté ne vient pas lorsque vous augmentez vos revenus, mais lorsque vous apprenez à dépenser moins que ceux que vous gagnez, évitez les dettes. Parce que chaque réal que vous payez est une heure de votre vie que vous donnez à quelqu'un d'autre, investissez dans la connaissance. Le seul bien qui ne perd jamais sa valeur, qui grandit chaque jour et que personne ne peut vous voler. Diversification. Un bouclier contre les crises, un antidote pour éviter de tout perdre en un instant. Suivez chaque centime, parce que l'argent est un soldat, et les soldats s'enfuient sans ordre. Donnons-nous un but. La générosité ne vous rend pas pauvre, mais elle crée des liens de soutien qui peuvent vous sauver la vie dans les moments les plus difficiles. Planifiez l'avenir, non pas pour vous-même, mais pour ceux que vous aimez. Pour que votre patrimoine devienne un héritage et non un chaos, ce ne sont pas des conseils abstraits. Ce sont des outils pratiques qui ont déjà changé la vie de millions de personnes. J'aimerais maintenant que vous preniez le temps de réfléchir. Laquelle de ces leçons vous a le plus marqué? La prise de conscience que votre mode de vie pouvait vous freiner? La découverte du poids de l'endettement? Ou peut-être le choc de réaliser que sans diversification, votre sécurité financière n'est qu'une illusion? Et surtout, lequel utiliserez-vous aujourd'hui? Pas demain, ni quand on aura le temps. Aujourd'hui! Car la richesse ne se construit pas par bonds fulgurants, mais par de petites décisions quotidiennes, cohérentes et non négociables. Buffett se souvient toujours. L'habitude d'épargner doit être acquise le plus tôt possible, car elle se renforce avec le temps, comme une boule de neige qui grossit en roulant. Si vous faites un pas maintenant, aussi petit soit-il, il peut devenir le fondement de votre liberté dans 5, 10 ou 20 ans. Pensez aux histoires que nous avons vues, des gens qui ont tout perdu à cause des dettes, des familles qui ont survécu aux crises en apprenant à penser selon 3 axes, croissance, stabilité et liquidité. Des immigrants arrivés sans rien, mais qui croyaient tellement en l'éducation qu'elle a changé la vie de leurs enfants et petits-enfants. Il s'agit d'une excellente leçon pratique qui résout le dilemme initial. La véritable richesse ne vient pas du hasard, mais est le résultat de principes intemporels appliqués avec discipline. Un dernier exercice. Prenez un carnet et notez 3 décisions que vous pouvez prendre aujourd'hui pour harmoniser votre vie avec ces principes. Il peut s'agir d'éliminer les dépenses inutiles, de noter toutes vos dépenses hebdomadaires ou de consacrer 10 minutes à la lecture d'articles sur l'investissement. Ce n'est pas l'ampleur du pas qui compte, mais le début. Maintenant, je veux entendre votre avis. Laquelle de ces 7 leçons appliquerez-vous en premier? Laquelle de ces questions vous effraie le plus? Laissez un commentaire. Votre réponse pourrait être le début d'une conversation importante qui vous sera utile, à vous comme à d'autres personnes dans votre situation. Si ce contenu vous a touché, s'il vous a ouvert les yeux sur quelque chose auquel vous n'aviez pas pensé auparavant, je vous recommande vivement d'aimer cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et de la partager. Non pas parce que l'algorithme en a besoin, mais parce que chaque clic est une façon de dire « C'est important, il faut partager ça ». Et n'oubliez pas,
La richesse ne se résume pas aux chiffres de votre compte en banque. C'est aussi une question de tranquillité d'esprit, de sens à votre vie et d'héritage. En organisant vos finances selon ces principes, vous construisez non seulement votre avenir, mais vous plantez aussi des arbres qui offriront de l'ombre à vos enfants et petits-enfants. Et voici mon dernier défi. Si votre avenir financier était un livre, quel chapitre écririez-vous maintenant? Celui sur votre éternel combat contre les dettes et les impulsions, ou celui sur le tournant où vous prenez enfin le contrôle et commencez à construire quelque chose de plus grand que vous? Dans la prochaine partie de notre voyage, nous explorerons précisément cela. Comment donner un sens à l'argent et créer un héritage qui perdurera de génération en génération. Car en fin de compte, la richesse n'est pas ce que l'on accumule, mais ce que l'on laisse derrière soi.